Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coureurs du Dimanche. Aujourd'hui, je reçois Michael Preti, stratège en communication numérique à la Clinique du Coureur, mais aussi passionné d'aventure, de course à pied et de découverte. Dans cet épisode, Michael partage son parcours fascinant, de ses premières courses pieds nus à son immersion dans l'ultra-trail. Il nous parle aussi de son projet Walden Aventure, une agence de tourisme actif qui propose des expériences uniques en plein cœur de la nature. On découvre également son regard sur la course à pied, la biomécanique et ses projets immersifs au Kenya, où il a eu l'opportunité de côtoyer les légendes locales. Sans oublier son expérience en tant que coureur minimaliste et son défi un peu fou de courir un marathon en sandales ou pieds nus. Cet épisode est un véritable voyage, tant dans le sport que dans l'aventure. Si tu cherches à t'inspirer et à découvrir de nouvelles façons de vivre ta passion pour la course, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et plonge avec nous dans l'univers de Michael Preti. Je vous souhaite une très belle écoute. Mon cher Michael, bonjour. Bonjour à toi. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'ai grand plaisir à être là avec toi, puis j'ai hâte que tu me poses de belles questions. Aucune pression. Aucune pression, tout va bien. Tout va bien, j'ai aucune pression, tout va bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? En fait, je suis originaire de France, ce qui s'entend à mon accent français, mais je vis à Montréal depuis maintenant 8 ans, et donc je suis citoyen franco-canadien. Je suis parisien d'origine, mais j'ai quand même vécu à Bordeaux. Puis là, actuellement, je suis de passage en France, donc je suis à Bordeaux, que je considère comme étant ma ville d'adoption. Donc j'ai grand plaisir à être là dans le sud-ouest. J'ai vécu à Nancy aussi, en France, dans le nord-est, d'immigrer en fait au Canada. Donc c'est ça. Puis je suis marié, j'ai 2 enfants, donc j'ai fondé une famille. Puis tout va bien. Et qu'est-ce qui t'a fait succomber aux sirènes de l'appel de l'autre manche? Juste l'envie du changement. Bon, c'était il y a quand même enfin un peu moins d'une dizaine d'années, mais j'avais envie de voir autre chose que la France. Mais étant donné que j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai eu le privilège de voyager dans ma vie, mais je n'avais jamais vécu ailleurs sur le long terme. Donc, on a tout abandonné avec ma compagne à l'époque, et puis on est venu avec 2 valises, un chat et une réservation Airbnb pendant une semaine. On est arrivé à Montréal et puis finalement on a eu un coup de cœur et on est resté. Comme quoi, hein, la vie est réservée et pleine de surprises. Je suis persuadé que si je partais avec une valise à Montréal, il y aurait un coup de cœur et je repartirais pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis pas encore allé au Canada. Peut-être, peut-être. Toi, tu as un rôle particulier. Tu travailles donc à la Clinique du Coureur. Mhm. Avant qu'on commence l'enregistrement, je disais d'ailleurs en rigolant que tu es le premier non-physiothérapeute de la Clinique du Coureur avec lequel je parle. Donc je me dis que ça va être nettement plus simple d'avoir du répondant et de trouver des questions. Quoique, je suis persuadé que tu as quand même bien quelques trucs bien pointus qui vont sortir. Donc je me réjouis. Probablement. Mais effectivement, la clinique du coureur, on a beaucoup d'expertise, donc et il n'y a pas que des professionnels de la santé. Tu fais bien de le préciser. Mhm. Et la première fois que je t'ai contacté justement à travers les réseaux sociaux, ça devait faire peut-être, allez, il y a 1 an et demi, 2 ans, tu avais posté des images sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, et j'ai vu un mec qui courait en sandales. Mhm. C'était aussi la période où j'avais lu Born to Run de Michael Douglas. C'est juste, hein, McDougall, pardon. C'est ça. Ouais. McDougall, Born to Run avec ses fameuses sandales Huarache, je crois. Je me disais, mais ce mec, il est complètement allumé. Et puis en plus, je vois après qu'il bosse à la clinique du coureur. Je me dis, mais il n'y a pas une contre-indication contre ça?
Pour répondre à ta question, non, pas de contre-indication en particulier. Il faut savoir que je ne cours pas qu'avec des sandales, ça c'est la première chose. Mais effectivement, à l'époque, on pourra en reparler, mais je suis plus allé vers des sandales, pas nécessairement par philosophie, même si je cours en chaussures très minimalistes depuis très longtemps, mais plus par manque de choix sur le marché aujourd'hui. Puis on peut en reparler, mais on le sait tous, hein, il y a des tendances. Mhm. Et je ne suis plus capable de trouver mon bonheur en tout cas chez les équipementiers classiques. Mhm. Et effectivement, on va pas trop spoiler la suite de l'épisode, mais ce qui m'intéresse grandement, c'est le rôle que quelqu'un qui n'est pas forcément dans la santé peut jouer dans un groupe qui s'appelle justement la clinique du coureur. C'est quoi ton daily business? Bah, en fait, la Clinique du Coureur, c'est le leader mondial en prévention des blessures en course à pied. On enseigne aujourd'hui sur les 5 continents. Donc, il y a beaucoup de speakers, donc conférenciers, qui sont aussi des professionnels de la santé, qui œuvrent au nom de la Clinique du Coureur et qui diffusent leur expertise à travers le monde. Mais c'est une entreprise avant tout. Et comme toute entreprise, eh bien, on a besoin de différentes expertises. Donc, on a des gens qui sont dans la communication, d'autres dans le développement web, par exemple, d'autres dans le développement des affaires. Et moi, initialement, je suis entré à la Clinique du Coureur en tant que directeur TI. Ça, sur le papier, c'était mon titre, donc directeur des technologies de l'information. Et mon rôle, c'était de gérer les systèmes d'information, de développer éventuellement les applications, de développer les outils numériques que nous utilisons pour communiquer, pour vendre nos produits et nos services. Donc j'étais vraiment dans la sphère numérique, la sphère web. Je dis j'étais, je le suis toujours hein, d'ailleurs, mais j'ai aussi un pied aujourd'hui dans le tourisme d'aventure. On pourra en reparler par la suite. Mhm. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier que le côté prévention, tu es quand même obligé d'avoir un certain nombre de supports pour accompagner enfin, la structure, le squelette de cette grande organisation. Vous êtes combien maintenant à la clinique du coureur? En fait, plus d'une centaine, ça dépend quel type de personnes on considère. On est plus d'une centaine si on considère aussi la Clinique du Coureur France et les conférenciers qui travaillent à la Clinique du Coureur. Après, au Québec, on est un peu moins nombreux. Le Québec, c'est un peu la maison mère, c'est le siège international. Et là, on est une dizaine. On est une dizaine, mais là, je compte pas nécessairement les professionnels de la santé comme conférenciers. Je parle vraiment des expertises principales, donc une directrice des coms, moi qui suis dans les technologies de l'information, on a un programmeur, etc. Donc on est une dizaine au Mhm. Québec. Mais si on considère la France et les autres pays, on est plus d'une centaine. Mhm. Effectivement, ça commence à faire beaucoup de monde. Euh, Je parlais justement au début de discussion de cette fameuse photo de toi que j'ai vue en courant en sandales. Donc tu es un coureur, tu viens de la course à pied, c'est ça, et puis tu as progressivement migré vers le trail, et puis l'ultra. Oui, bah, je viens plutôt. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Je ne suis plus très jeune, hein, j'ai 40 ans, donc j'ai eu le temps et des années pour explorer mes différents sports. Mais moi, je viens des sports de ride. En fait, quand j'étais adolescent, je faisais du skate, du BMX, du roller, et je suis tombé dans la boxe. Donc, sport de combat, sport très engageant et très demandant. Et c'est justement parallèlement aux entraînements de boxe que j'ai commencé à courir. Mais je courais un peu n'importe comment, c'est-à-dire comme quand j'en avais envie, puis j'avais pas forcément de planification derrière. J'ai commencé à courir sérieusement, on va dire, je pense qu'il y a une quinzaine d'années. J'ai commencé à courir sérieusement quand j'étais à Bordeaux d'ailleurs. Et donc j'ai voulu commencer à m'inscrire à des compétitions. Je crois que de mémoire, je me suis inscrit au marathon de Bordeaux auquel je n'ai pas pu participer parce que je me suis blessé. J'ai souffert de périostite. Et en fait, je suis très vite tombé dans le trail. Mais c'était l'époque où le trail commençait à être un peu popularisé, mais c'était pas encore destiné au grand public. Alors, c'est l'époque des Kilian Jornet. À l'époque, hein, parce qu'il est encore connu, hein, bien évidemment. Il y avait Sébastien Chéniaud, je crois, Stéphane Brognard, Xavier Thévenard. C'était vraiment cette époque-là dans laquelle moi, je suis tombé amoureux du trail. Mais je vivais à Bordeaux, je n'avais aucune expérience là-dedans. Et j'ai commencé par un dénivelé, mais vraiment ridicule, hein, dans un petit parc avec quelques petites pentes. Et ce qui m'a vraiment propulsé dans le trail, c'est le déménagement que j'ai effectué dans le nord-est de la France. Parce que j'avais une passion qui était la musique. J'avais un groupe à Bordeaux, un groupe de rock français. Je faisais des concerts, etc. J'ai fait des concerts à Paris aussi. Et j'ai laissé la musique derrière moi. Et en arrivant dans le nord-est de la France, eh bien, en fait, j'ai voulu m'engager dans une nouvelle passion, qui était la course à pied, mais plus particulièrement le trail. Et c'est dans les Vosges que j'ai eu l'opportunité de faire mes premières compétitions de trail. Et en l'espace d'un an, je pense que je suis passé de 35 kilomètres, qui était ma première compétition, à l'Ultra Trail en Turquie, où j'ai fait un 116 kilomètres, je pense.
Et donc je suis tombé amoureux de cette distance aussi, c'est-à-dire environ une centaine de kilomètres. Et j'ai poursuivi ça par la suite au Canada. Mm. Ça a l'air simple quand on parle, montée progressive, 30 km, 116, mais j'imagine que tu es passé quand même passablement d'aventures et peut-être de blessures, peut-être pas, c'est ce que je te souhaite, mais c'est quoi l'aventure justement de quelqu'un qui débute la course à pied, qui migre vers le trail et puis qui se retrouve dans l'ultra? Bah, ça dépend des profils. Moi, je recommanderais pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'y suis allé très vite. Mm. J'ai pas forcément développé mes capacités athlétiques sur du court avant d'aller sur le long. Et ça a l'air facile quand je le dis, mais en fait j'ai souffert, hein, et bien évidemment, les premiers trails de 50 bornes, je pense que je pouvais plus m'accroupir le lendemain. J'ai eu quelques blessures aussi, des blessures, je sais que sur l'Ultra Trail en Turquie à l'époque, j'ai eu une tendinite de la patte doigt, là, sur le côté du genou, qui a débuté à 30 kilomètres. Alors que j'en ai fait 116, et ce qui n'est pas intelligent, c'est pas intelligent d'aller jusqu'au bout, donc j'ai boité pendant 2 semaines après. Mais oui, j'étais appelé en fait. J'étais appelé par cette distance-là. Pour moi, c'était vraiment un autre monde. Et les 50 ne m'ont pas suffi. Je suis un peu tombé dedans, voilà, rapidement. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. Euh, mais bon, écoute, c'est mon parcours, il est ce qu'il est. Et puis voilà. Mais j'ai trouvé ma distance aujourd'hui. Je pense que je sais être modéré. Mais voilà, une centaine de kilomètres, je pense que c'est ma distance favorite en trail. En revanche, sur route, c'est le demi-marathon qui est ma distance favorite, pas le marathon. D'accord, donc ce qui est, enfin, pas forcément étonnant. Enfin, moi aussi, je me dis que j'adore quand même la vitesse. Et c'est vrai que le semi-marathon, c'est quand même une distance où tu peux quand même bien pousser. Par contre, j'ai pas du tout l'expérience du 100 km, donc c'est quand même deux types d'entraînement totalement différents, non? C'est différent, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut développer, moi d'ailleurs, enfin, on peut développer sa vitesse parallèlement à des longues distances en trail. C'est pas un problème. Moi, je sais que sur une préparation d'ultra, à un moment donné, j'ai casé un demi-marathon dans mon week-end choc. C'est très bien passé. Mais on en reparlera, mais c'est le Kenya qui m'a donné l'amour de la route un peu. Alors qu'avant, j'étais pas du tout un coureur sur route. Moi, j'ai commencé vraiment par le trail davantage. Mais aujourd'hui, je me considère comme un coureur amateur, mais multiterrain et multidistance. Tu parlais en disant que si c'était à refaire, tu ne ferais pas comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un, le parcours est pas le même. Et de toute manière, on est quand même tous plus ou moins obligés de passer par... enfin, on doit faire notre chemin, on doit se planter pour apprendre. Alors, il y a des gens qui apprennent pas forcément, mais Mhm. c'est en se blessant, ou en tout cas en allant vers la limite, qu'on apprend. Et c'est là où on rentre dans la partie un peu biomécanique du sport. Et maintenant que tu baignes dans cet environnement-là au quotidien, comment est-ce que tu penses que les connaissances que tu as acquéries avec les années, ça t'a permis justement de courir plus intelligemment, ou de planifier en tout cas ton entraînement plus intelligemment? Alors, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup expérimenter les choses. Je suis un peu têtu et borné parfois. Mais j'ai la chance en fait d'avoir été entouré par des professionnels de la santé, par beaucoup de coureurs de tous les niveaux, y compris des athlètes professionnels. Donc, et puis mon rôle à la clinique du coureur, en tout cas ma présence à la clinique du coureur, fait que j'ai accès en fait à la science, j'ai accès aux connaissances qui sont vulgarisées. Et puis j'ai pu me faire mon propre avis aussi avec mon expérience terrain. Mais j'ai évité de trop intellectualiser mes entraînements, bien évidemment, mais c'est sûr que j'ai pu travailler ma technique de course, par exemple. J'ai pu travailler un peu ma planification de l'entraînement, en tout cas dans la globalité, en tout cas comme une trame de fond. Et puis j'ai fait des erreurs, bien évidemment, j'ai fait des erreurs. Parfois je les ai faites bêtement, d'autres fois je les ai faites presque volontairement parce que j'étais un peu borné dans ce que je faisais. Mais ça m'a permis justement de réajuster le curseur pour essayer de m'améliorer et puis de voir ce qui fonctionnait. Je pense toutefois que la réponse que nous avons à l'entraînement, elle est individuelle, hein. Donc il n'y a pas forcément de recette magique. Après, il y a peut-être des connaissances qu'on peut extrapoler pour les rendre presque universelles, comme avoir une foulée protectrice, par exemple, et nous, ce qu'on défend beaucoup à la clinique du coureur. Mais oui, moi, je pense que l'entourage, l'accès à la science vulgarisée et l'expérience terrain, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'évolue dans le milieu du sport, et donc ça apporte des motivations pour poursuivre mon cheminement dans cette discipline qui est la course à pied. Bah, ça m'apporte un savoir et une expérience qui sont nécessaires, qui sont vitales aujourd'hui pour progresser ou pour me maintenir en forme sur la durée. Mhm. Et au quotidien,
j'ai souvent consulté les ressources qu'il y avait sur le site internet de la clinique du coureur. Et quand j'ai découvert ton profil, il y a un truc qui m'a toujours frappé, en tout cas qui m'a toujours questionné, c'est de me dire le lien entre toutes ces recherches, parce que de temps à autre, je clique sur les liens des recherches et puis après 30 secondes, je décroche. Mais comment faire pour obtenir justement la substance de ce que les physiothérapeutes ou les experts de la santé veulent transmettre pour le transférer plus loin à travers le site internet? Parce que j'imagine que c'est aussi ça ton rôle, c'est de rendre cette information-là accessible à tout un chacun, tout en conservant quand même la substance qui est primordiale pour les experts de la santé. Bien sûr. C'est sûr qu'en fait, on a 2 cibles, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des publics un peu distincts, mais qui sont complémentaires. C'est les professionnels de la santé et les coureurs, qui sont à la recherche d'informations et donc qui tombent beaucoup sur nous via internet parce qu'on a un référencement et un positionnement, aujourd'hui, rendu légitime aussi avec les années. Mais, en fait, sur notre site internet, par exemple, on a beaucoup de ressources sur les blessures en course à pied. On diffuse aussi beaucoup de ressources à travers les médias sociaux, qui sont souvent de la vulgarisation, d'études scientifiques. Donc c'est sûr que on enseigne à des professionnels de la santé. Là, ce sont des savoirs basés sur les évidences scientifiques, mais après, sur les réseaux sociaux et sur notre site, on a accès à beaucoup d'informations qui concernent encore une fois les mythes et les réalités. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et puis, par exemple, les blessures ou les meilleures manières de traiter une blessure, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver si on fouille un peu sur notre site internet, parce qu'on essaie de les mettre de l'avant. Tu sais, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que les gens puissent courir avec plaisir, performer, éventuellement s'ils le souhaitent, et puis sans se blesser. Voilà, et durablement, bien entendu. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'un coureur sur deux se blesse tous les ans, qu'il soit amateur ou qu'il soit un peu plus aguerri. Il y a plein de raisons à cela. Souvent, c'est une quantification du stress mécanique qui est mal gérée, donc trop et trop vite. Mais nous, on essaie de faire en sorte, en fait, de démocratiser l'accès à la course à pied, parce qu'on imagine souvent que c'est un sport qui est néfaste pour la santé. Par exemple, ça abîme les genoux, ça abîme le dos, alors que pas du tout en fait. Tout est une question, encore une fois, de quantification, de tolérance à la charge. Et la course à pied, je trouve, et je suis pas, c'est pas que mon expérience personnelle, hein, c'est un des meilleurs sports pour rester en santé. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est un super sport parce que en plus de ça, c'est assez abordable dans le sens où finalement, dans l'absolu, on peut juste sortir de chez soi et courir. Et qui plus est, comment dirais-je, c'est un sport qui permet de travailler son endurance, ses capacités cardiovasculaires, et en plus c'est un sport à impact. Donc contrairement au vélo et à la natation, l'impact en fait va permettre par exemple une densité osseuse. Donc c'est très exigeant comme sport. D'où l'importance en fait de bien quantifier son effort et son stress mécanique. Mais par contre, c'est bénéfique pour tout le monde. En tout cas, une majeure partie de la population, c'est bénéfique pour une majeure partie de la population. Je ne peux que confirmer, moi étant coureur du dimanche, et puis quand je vois les bienfaits de la course à pied, d'une petite sortie comme ça, au gré du vent, c'est la meilleure de toutes les psychanalyses, et puis en termes de créativité après, j'en ressors toujours nettement plus grand et nettement plus enrichi et plus frais. Donc ça c'est clair, je ne peux que valider. Toi, dans la clinique du coureur, tu parlais avant, tu disais que c'était une entreprise. Effectivement, donc, comme toute entreprise, il y a une part d'innovation, il y a une part de recherche. Après, la clinique du coureur, c'était quand même un alien quand ça a été créé. J'ai quand même encore l'impression que vous êtes un peu seul dans un océan bleu. Donc, ça se compose comment l'innovation, Monsieur Innovation? Comment est-ce que ça se passe? Il y a plusieurs types d'innovation. Il y a l'innovation par les outils qu'on peut utiliser. Là, je parle des outils pour les praticiens de santé, par exemple. Il y a l'innovation technologique, donc l'innovation, par exemple, avec les outils numériques. Donc, il y a plusieurs types d'innovation. Mais surtout, on essaie comment dirais-je, de faire avancer la science, aussi de faire avancer la connaissance, et puis de casser les mythes, en course à pied, qui sont assez nombreux.
Et comme tu le dis, on est un peu ovni ou seul. Alors je pense que maintenant, on a quand même acquis une notoriété, une légitimité, bien entendu, avec le temps. Mais c'est vrai que, et ça c'est important de le préciser, nous n'avons aucun biais commercial. C'est-à-dire que la Clinique du Coureur est un organisme de formation qui diffuse un savoir sans biais commercial. Donc nous ne recevons jamais d'argent de la part des équipementiers sportifs, des entreprises qui créent comment dirais-je, des aliments pour le sport, ce genre de choses, enfin, les compléments alimentaires. C'est important de le préciser parce que notre discours n'est jamais teinté. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve en opposition avec le discours des équipementiers sportifs, qui sont évidemment biaisés, qui parfois mandatent leurs propres études scientifiques pour que les résultats aillent dans leur sens. Et par contre, tu vois, on nous a souvent associés à la chaussure minimaliste, en nous opposant justement à tout ce qui se fait aujourd'hui avec la chaussure maximaliste. Nous, notre premier discours, c'est que si en tant que coureur, tout va bien, ne change pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, la clinique du coureur ne dit pas aux gens, courez tous pieds nus ou en chaussures minimalistes. C'est pas du tout le discours. Simplement, aujourd'hui, il y a une réalité commerciale. On la connaît. Il y a des biais commerciaux. Il y a un coureur sur deux qui se blesse. Il y a beaucoup de bêtises qui sont diffusées sur le marché, que ce soit à propos de la nutrition, de l'hydratation, des chaussures, etc. Et donc, nous, on essaie de voir ce que dit la science. Et parfois, la science aussi se contredit avec les années. C'est important de le dire. C'est-à-dire que ce que l'on disait il y a 5 ans a peut-être changé et va peut-être changer demain parce que la science avance. Et donc nous, on essaie vraiment d'innover en mettant en place des outils pour les professionnels de la santé, des outils pour les coureurs, pour que la course à pied finalement devienne un sport qu'on essaie de populariser au mieux et puis faire en sorte que la population soit en meilleure santé grâce à l'activité physique. De par le fait que vous donnez des conférences dans le monde entier, j'imagine quand même que vous devez recevoir un certain nombre de retours des gens sur le terrain. Donc Mhm. comment est-ce que vous prenez ces retours pour en créer quelque chose de nouveau, pour proposer des nouveautés? Ok. Est-ce que tu me parles des retours, par exemple, des professionnels de la santé Par ou plus exemple, du grand voilà, public, exactement, du coureur? qui vont faire que vous allez changer la manière d'enseigner un cours, par exemple. Vous allez spécifier quelque chose, une fiche technique, un exercice sur le site internet. Ou alors vous allez, alors là je suis gentiment en train de te mettre le pied à l'étrier pour que tu nous parles du 3.0 par exemple. Je ne sais pas si c'est un input du terrain ou si vous vous êtes dit tiens, le Kenya le berceau, le home of champions. Et si on allait organiser un stage là-bas? Alors j'imagine que la réflexion était peut-être plus poussée que ça, mais peut-être pas. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que, sur la base de tous les retours que vous savez au quotidien, des personnes qui suivent vos cours, des recherches que vous faites, et toi, de ton regard peut-être extérieur, en tant que coureur, tu te dis, tiens, là, il y a un marché où il y a quelque Mhm. chose qu'on peut aller exploiter. Euh, En effet. Ce qui se passe, c'est que on a un cursus non, nous avons un cursus de formation qui est quand même bien établi aujourd'hui. Ce cursus, on l'a bien évidemment bonifié avec les années. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs formations. Il y a comme un cours 1-0 qui est un cours, une porte d'entrée en fait dans notre univers. Et puis après, souvent, ça donne accès à d'autres formations qui sont complémentaires, plus spécifiques, voire des formations en ligne aussi qui sont des e-learning. Donc on essaie de bonifier ça avec le temps et on en a encore enfin comment dirais-je, à développer ou à concevoir parce qu'il y a énormément de thématiques en course à pied, voire de sous-thématiques. Mais c'est vrai que à un moment donné, je me suis dit bah quel est le niveau le plus avancé de notre cursus de formation? En fait, c'est le cours 2.0, qui est un cours qui se donne à Québec, qui est un cours environ d'une dizaine de jours, où sont souvent des Canadiens francophones qui viennent, ou alors des anglophones maintenant, parce qu'on a ouvert ça aux anglophones récemment, et souvent ce sont des Européens qui viennent. Alors ils viennent se former. Alors c'est beaucoup de formation, par contre. Ils ont la chance ou l'opportunité de voir les coulisses de la clinique du coureur parce que c'est vraiment là on est au cœur de notre équipe, on est là où est née la clinique du coureur à Lac-Beauport près de la ville de Québec et il y a évidemment tout un tas d'activités extra autour, donc beaucoup d'entraînements, des activités culturelles pour découvrir le Québec, on a une version été, on a une version hiver canadien quand même et moi, je me suis dit comment aller plus loin que ça. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée de faire quelque chose au Kenya, parce que le Kenya est réputé hein, pour ses coureurs et ses coureuses. Iten, c'est un peu un village légendaire et mythique. Et il y a quelques années de cela, donc je dirais il y a environ 5 ans, j'ai proposé l'idée qu'on aille développer quelque chose là-bas. Mais tu sais, c'est une idée
qui est de l'ordre du rêve. C'est-à-dire, voilà, on est dans l'idéation, on est dans le rêve, on se dit pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Sur le papier, c'était super cool. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, bon, bah, j'y suis allé il y a 4 ans pour faire du repérage. Et en fait, on a créé un séjour éducatif et sportif, et j'ai presque envie de dire même humanitaire, parce qu'on a aussi des actions caritatives, qui a rencontré un grand succès. Donc on a réalisé la troisième édition cette année, qui est toujours pleine. Et puis à partir de ce séjour éducatif, il y a d'autres projets qui sont nés, comme des camps d'entraînement par exemple. Donc le Kenya, on y retourne l'année prochaine. Donc c'est vrai que maintenant, ça c'est le cours 3.0. C'est un peu le séjour très immersif qui t'emmène dans le berceau de la course à pied, ou la Mecque de la course à pied, et c'est quand même transformateur, parce que il faut le voir pour le croire. Ouais, alors, Vraiment. j'ai pas de peine à croire. Au niveau, enfin, c'est une expérience en totale pardon, c'est une expérience en totale immersion. C'est un cours qui est destiné à qui? Aux experts de la santé ou aux coureurs du dimanche comme moi, par exemple? Alors, principalement aux professionnels de la santé, voire de l'entraînement, Mhm. des entraîneurs, des coachs sportifs. Après, les participants peuvent venir aussi avec des accompagnants. Et sinon, on a le coaching du coureur, qui est une autre de nos entreprises, qui, en revanche, crée des camps d'entraînement. Et donc là, qui sont destinés, donc au même endroit, à Iten, hein, des camps d'entraînement qui sont destinés aux coureurs. Et pas forcément des coureurs élites, des passionnés de course à pied qui ont envie de découvrir l'Afrique, de découvrir Iten, mais aussi de s'investir dans une dynamique humanitaire. Parce que pour le coup, les camps d'entraînement sont très axés sur les donations, en fait, il y a aussi, on prélève une partie des bénéfices pour construire comme une mini-maison pour une famille qui est dans la précarité. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont mises en place pour que ce soit pas juste voyager pour courir, parce que ça, on peut le faire un peu partout. Et nous, ce qu'on essaie de promouvoir, on essaie de faire en sorte d'avoir des retombées positives, en fait, localement. C'est important pour nous. Si on vient sur place, bah, il faut que la communauté en profite aussi. Mhm. Et ils vous voient comment, les habitants d'Iten, quand vous arrivez avec votre quantification du stress mécanique, par exemple? C'est un choc des idées en fait. Ouais. Mais c'est très intéressant justement pour nous, qui diffusons et défendons des savoirs, d'être confrontés aussi à une autre réalité qui est celle des Kenyans. Mais alors là, c'est un sujet qui peut durer des heures. Mais c'est sûr que quand on arrive là-bas, les Kenyans ne te considèrent pas si tu cours en moins de 100 kilomètres par semaine, hein. Donc la plupart courent entre 150 et 200 kilomètres par semaine. Là, je parle de ceux qui courent pour compétitionner. La concurrence est rude. Rencontrer des gens, honnêtement, et j'exagère pas, hein, qui font moins de 30 minutes aux 10 kilomètres, bah, c'est à chaque coin de rue. En réalité, on se rend compte que les meilleures perfs européennes, parfois, sont explosées par des Kenyans qui sont presque lambda. Mais la réalité sur le terrain, c'est que, bah voilà, il y a une précarité, il y a un manque de moyens, un manque de ressources, il y a une difficulté à obtenir des visas, une difficulté à suivre les athlètes, une difficulté à compétitionner à l'étranger pour eux, hein, pour les Kenyans. Mais c'est sûr que et c'est en train de changer, hein, mais si demain on met des Kenyans sur des trails, sur des ultras, et ça commence à se faire, je pense qu'il va y avoir une rude concurrence pour les Européens, voilà. Mais l'école kenyane de la course à pied, c'est vrai que c'est une école du volume. Il faut bien comprendre aussi qu'on ne court pas pour le plaisir là-bas. Enfin, nous, en tant qu'Européens, si on y va, oui, mais les Kenyans ne courent pas pour le plaisir. La réalité, c'est qu'ils courent pour changer leur vie. Voilà, ils souhaitent gagner une course, gagner de l'argent, s'acheter des terrains, s'acheter une maison pour pouvoir, voilà, faire vivre leur famille aussi. Donc la réalité, elle est tout autre. Et quand on questionne beaucoup de Kenyans sur place, ils ont souvent une histoire commune, c'est qu'ils allaient à l'école en courant, parfois pieds nus. Et donc ça forge aussi finalement des capacités athlétiques que nous n'avons pas, nous, en tant que Muzungu, c'est-à-dire en tant que blancs, vivant dans des pays occidentalisés et des pays riches, quoi. Donc c'est sûr que c'est un vrai choc culturel, ouais. Mais c'est intéressant à voir. On apprend aussi. Mm. Ouais, j'avais lu effectivement un livre et même un article sur le fait que enfin, une des raisons qui permet d'expliquer qu'il soit si bon en course à pied, c'est qu'effectivement il cherche à changer de vie. Et puis ça m'a fait sourire quand tu as parlé des Kenyans qui viennent en Europe pour gagner, parce que c'est déjà le cas, ça a déjà commencé. Puis je pense justement à Julien Lyon et aux Minimani Mhm. Runners qui commencent à faire. Enfin, ils font déjà du bruit vu que le Joey Lynn a déjà gagné Sierzinal l'année dernière. Mais c'est vrai que il suffit de leur laisser une chance pour qu'ils nous montrent que il n'y a pas que sur la route que c'est les meilleurs. Après, j'imagine que y a pas, ça fait pas que des heureux là-dedans, parce que la suprématie blanche au niveau dans le trail,
Je sais pas combien de temps il va durer. Je sais pas, il y a quand même des divergences à ce sujet. Après, c'est sûr que, tu vois, nous, on organise une course de trail hein, maintenant avec la Mhm. clinique du coureur à Iten, une Mhm. course de 25 kilomètres qui est très difficile hein, quand même, parce qu'elle est très technique, elle descend dans la vallée, dans la chaleur. Mais on remarque une chose, c'est que les Kenyans sont assez peu ouverts finalement à l'esprit d'aventure, mais parce qu'encore une fois, c'est pas leur priorité, elle est ailleurs, Mhm. elle est plus dans l'urgence alimentaire parfois. Mhm. Donc, si tu veux, ils n'ont pas l'instinct d'aller explorer dans la vallée. Certains connaissent plus la route, et puis c'est aussi une zone de confort, et puis il y a de l'argent à aller chercher. Alors que finalement, pour eux, maintenant, ils commencent à comprendre que dans le trail, il y a de l'argent à aller chercher, parce que c'est aussi un marché qui est en pleine explosion, le trail. Donc, mais encore une fois, la difficulté pour les Kenyans, c'est souvent d'aller obtenir des points sur des courses, sortir du pays, obtenir des visas, tout ça coûte de l'argent. Mais c'est sûr qu'ils ont des capacités impressionnantes à courir en fait dans les sentiers, même quand ils viennent de la route. C'est-à-dire qu'on peut, alors on les voit, hein, sont très minces, ils sont pas musculaires, et pourtant, je peux te dire une chose, c'est que ouais, c'est impressionnant à voir. Tu les mets sur des sentiers, en fait, ils sont bons aussi. Mais ça s'explique encore une fois par différentes choses. Bon, la motivation, c'est souvent l'argent, c'est souvent l'envie de se battre, la détermination de changer sa vie, mais c'est aussi comment dirais-je, des attributs génétiques, anatomiques, le fait de vivre en altitude, de courir souvent depuis qu'ils sont jeunes, voilà, d'avoir été habitués à utiliser leur corps pour se déplacer. Nous, on n'est plus du tout là-dedans dans nos pays à nous, donc il y a comme un énorme contraste là. Mhm, effectivement. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé le coureur que tu es justement à côtoyer ces Kenyans pendant 3 semaines? Tu y étais, hein, c'est ça? Là, j'ai été 3 semaines mais parce que j'ai fait l'ascension du Mont Kenya juste avant, mais sinon, j'ai vraiment passé 2 semaines à Iten. C'est la quatrième fois que j'y vais. Euh, Bah, tu sais, maintenant, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu peux courir avec eux très facilement. Tu peux t'incruster un peu dans des groupes, tu peux aller sur la piste et ils te drivent énormément. Euh, Écoute, moi, j'ai beaucoup d'admiration, de respect et puis d'humilité devant eux. Enfin, je veux dire, ils sont très compétiteurs ou compétitifs. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je suis pas un athlète professionnel ni semi-professionnel. Je suis vraiment amateur. Et quand je me retrouve là-bas, je me sens pas très bon, hein. Bon, Je bah, me- Là, je me dis, mais en même temps, c'est par contre, quand on aime la course à pied ou le sport, le fait de me retrouver là-bas, ça me drive beaucoup. C'est-à-dire que je trouve ça beau, en fait. Alors, tu sais, même si, encore une fois, nos motivations, nous, ne sont pas les mêmes que les motivations kenyanes, je trouve ça beau de voir des gens se dépasser et en fait, avoir une raison d'être à travers un sport. Donc, ça me drive aussi pour mes objectifs personnels, quoi. Je trouve que c'est un très beau sport, la course à pied. mhm. On n'a effectivement pas tous les mêmes motivations primaires pour courir, mais ça apporte quand même toujours. Alors, il y a les bienfaits, mais ça ouvre quand même les chakras vers la suite. Et puis, j'ai l'impression que toi, c'est quelque chose qui te permet en tout cas de continuer à fourmiller d'idées. Et puis, Mhm. le Kenya 3.0, c'était un coup, un rêve qui a très très bien fonctionné. Donc, j'imagine que c'est ce qui t'a permis d'asseoir cette croyance, en tout cas cette légitimité pour te dire tiens, je vais essayer d'aller voir plus loin. Et c'est vrai que Mhm. dernièrement, quand j'ai vu que tu avais cofondé une entreprise qui s'appelle Wild and Aventure, je me suis dit ah, il est parti de la clinique du coureur. Et non, je ne suis pas parti de la clinique du coureur. C'est ça qui est encore plus beau. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais Absolument. parce que je sais que tu as des questions par rapport à notre écosystème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne parle plus que de la clinique du coureur, c'est d'un écosystème que je parle. Donc, en fait, principalement, c'est 4 entreprises, hein. C'est la clinique du coureur qui est un organisme de formation, le coaching du coureur qui est un service de coaching notamment en ligne. On a IMO LCDC qui est une entreprise via laquelle nous investissons dans des actifs immobiliers, notamment des chalets au Québec, par exemple, avec lesquels on veut organiser des micro-aventures par la suite. Et la dernière venue en tant qu'entreprise, c'est Walden Aventure, voilà, que j'ai cofondé, comme tu l'as dit, qui est une agence de voyage spécialisée dans le tourisme d'aventure et le tourisme actif. Et pourquoi le tourisme d'aventure? Les gens, ils se contentent plus de juste vouloir prendre l'avion ou alors prendre le train pour aller participer à une course. C'est plus forcément l'appel du dossard, c'est plus un autre type d'accomplissement qu'ils recherchent.
Alors, il y a plusieurs sujets. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que déjà, c'est parti d'un besoin légal, hein, d'un cadre. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à organiser des séjours sportifs, des séminaires éducatifs, on a besoin aussi d'une structure légale pour le faire. Donc, on a voulu mettre en place une agence aussi pour pouvoir proposer en fait des prestations d'ordre touristique, par exemple des hébergements, des transports, ce genre de choses. Après, si on regarde de plus près le marché, c'est-à-dire le marché du sport ou le marché du voyage, je ne sais pas si on peut dire qu'on est à un tournant, mais les besoins évoluent. Aujourd'hui, il y a des enjeux écologiques, par exemple, mais il y a aussi des quêtes qui sont différentes. Le tourisme de masse, c'est pas quelque chose que je défends. En revanche, le tourisme actif, où l'activité physique est présente, le voyage d'aventure, où il y a toujours une notion d'exploration, de dépassement, voire d'introspection, je pense que c'est en émergence, il y a beaucoup de besoins là-dedans. Et nous, on a voulu, de par nos communautés existantes, de par nos activités existantes et de par nos ambitions futures, créer une structure qui allait proposer en fait ce genre de choses, à savoir des stages sportifs, des séminaires éducatifs, voire des micro-aventures locales qui sont vertueuses aussi sur le plan écologique, où les gens peuvent venir par exemple une fin de semaine pour vivre le frisson de l'aventure. Et là, je vais faire un petit point là-dessus qui justifie en fait la création de cette agence dans sa raison d'être, dans son ADN. Je pense que nous sommes tous appelés par l'aventure à des échelles différentes. Il y en a qui sont plus casaniers que d'autres, bien évidemment, mais tu vois, je pense qu'on est tous inspirés par des Mike Horn ou des personnalités comme celle-ci. On aime bien l'état X parce que c'est inspirationnel, mais moi, le discours qui consiste à dire bon, j'ai 40 ans, j'ai quitté mon partenaire, je suis parti faire le tour du monde, j'ai tout abandonné. Oui, c'est inspirant, mais je suis pas certain que ce soit pour tout le monde et que ce soit nécessaire. Et souvent, je trouve qu'il y a un gap entre ce que l'on appelle les aventuriers, par exemple, et puis l'individu lambda, finalement, qui lui a une vie en fait beaucoup plus cadrée, normale, mais qui a aussi besoin d'aventure. Et en fait, cette agence Walden Aventure, elle est destinée à combler ce gap-là, c'est-à-dire que on veut démocratiser le tourisme actif et on n'a pas besoin de partir pour une expédition de 2 mois et de mettre sa vie en danger pour vivre quelque chose de transformationnel. On peut aussi, je pense, sur une fin de semaine, admettons, condenser une aventure. Voilà. Pour vivre quelque chose qui nous pousse à se dépasser, qui nous pousse à réfléchir sur soi et qui nous pousse à être actifs aussi, voilà, à explorer notre corps, à explorer nos capacités pour évoluer dans un environnement. Donc, Walden Aventure a cette ambition aussi de permettre aux gens de vivre des choses intenses sur des courtes durées. Mm. Donc, admettons, là, on est vendredi en plus, ça tombe bien. Bon, il commence à se faire tard, mais admettons que je quitte le travail à midi. Je pars en week-end aventure avec mes amis dans un de ces chalets. Mhm. À quoi est-ce que je peux m'attendre? Bah, ça va venir cet été, par exemple. On va proposer nos premières micro-aventures axées sur le trail. Donc, tu vas pouvoir en fait courir sur les trails de la clinique du coureur, donc des sentiers en plus qui sont entretenus quasiment toute l'année. Tu vas pouvoir découvrir aussi ces magnifiques paysages de l'arrière-pays québécois. Et en plus, évidemment, de courir, pour le plaisir et puis pour t'entraîner, tu vas pouvoir aussi accéder en fait à des connaissances parce qu'on va avoir des intervenants qui vont parler de la chaussure de course à pied, qui vont parler de la planification de l'entraînement, qui vont parler de la nutrition sportive. Et en plus de ça, bon, et sans compter l'hébergement, hein, qui est aussi un hébergement très authentique en plein milieu de la nature québécoise, tu vas aussi accéder à des ateliers de yoga, de mobilité pour faire un petit peu autre chose, pour voilà, la mobilité du coureur, ce genre de choses. Donc ça va être comme une sorte de fin de semaine sur 3 jours et 2 nuits très complète, où finalement tu es accompagné du début à la fin, et où tu fais du sport, tu apprends, parce qu'il y a toujours une touche éducative dans ce que l'on veut faire, et tout est inclus en fait. Donc voilà, tu ressors de là, théoriquement, imaginons que tu vives en ville et que tu as un emploi du temps chargé avec le travail, bah là tu ressors de là, tu es comme ressourcé. Mm. J'ai l'impression que tu es en train de tout faire pour me faire venir au Québec. Ce qui m'amène à ma question suivante, c'est à quel moment, ou alors peut-être que ce genre de chalet existe déjà en Europe, mais je ne crois pas, à quel moment est-ce que vous avez pensé à venir plus près de l'Europe, plus près de la Suisse, pour me permettre à moi aussi de vivre ces aventures au plus près de l'environnement? Bah, écoute, je peux pas non plus tout dévoiler ou simplement même assurer des choses qui n'existent pas encore, mais c'est sûr que dans les orientations stratégiques de ce que l'on veut mettre en place, moi je vois un camp de base en Europe dans les prochaines années. Donc pour l'instant, nos investissements et actifs immobiliers se trouvent principalement au Québec.
Ce sont de beaux chalets dont je t'enverrai les liens si tu le souhaites. Avec plaisir. Mais c'est certain que, étant donné mes racines en Europe, enfin en France notamment, et puis le marché aussi en Europe, je pense qu'il y a quand même une demande. Moi, je vois bien un camp de base en Europe. Je peux pas te dire où exactement ni quand, mais ce sera certainement dans les prochaines années. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs de développement et de croissance. Mhm. Donc, j'ai bien compris, il y avait ces fameux volets alors éducatifs et puis les volets aventure. Ça c'est très très prometteur. Mais toi, au niveau perso, euh, j'ai vu que bah, tu avais commencé cette fameuse épopée, courir un marathon ou un semi-marathon, je sais plus, mais pieds nus. Mhm. J'ai jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire. Donc, est-ce que tu as pu aller au bout de ton marathon ou qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons qu'il n'y a pas vraiment de fin mot de l'histoire. À l'époque, je courais en chaussures déjà très minimalistes. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas vraiment de changement au niveau de la foulée en allant vers du pieds nus ou sur de la sandale. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu essayer en fait la course pieds nus, mais effectivement, au départ, j'avais l'ambition de faire un marathon pieds nus. Faut savoir que déjà, moi, j'ai parfois du mal à cumuler du volume parce que je suis pas un border. Je sais pas si ça se dit, mais je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres en réalité. Parce que je fais beaucoup, je varie en fait les disciplines sportives dans lesquelles je m'investis. Donc j'ai parfois du mal à trouver le temps de courir beaucoup. Et donc je suis vite limité parfois, et surtout le marathon, c'est pas ma distance, quoi. Moi, j'aime beaucoup le demi-marathon où on a l'opportunité d'être un peu explosif et en même temps, ça reste de l'endurance longue. Je me suis vite rendu compte à mes dépens que l'adaptation n'était pas si simple que je le pensais. C'est-à-dire que l'abrasion du sol, pieds nus, m'a posé un problème. Euh, et donc, j'ai vite basculé sur les sandales, tout en conservant des entraînements pieds nus, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Mais tu vois, par exemple, j'apprécie peu le regard des gens quand on court pieds nus. Moi, je suis quelqu'un de discret dans la vie, donc j'aime pas trop attirer le regard sur moi. Alors ça peut paraître bête, parce que finalement, quand on a envie de faire quelque chose, on peut voilà, ne pas faire attention aux autres, mais je trouve que c'est assez problématique de courir en ville pieds nus. Il y a peut-être des petits dangers aussi sur le sol. Bon, ça, en règle générale, les coureurs pieds nus disent qu'ils ne se blessent pas. Moi, j'aime courir pieds nus dans des endroits dans un cadre spécifique. Par exemple, à Montréal, j'aime beaucoup faire du pieds nus sur piste d'athlétisme, ou alors bah, il y a un parc qui est le parc olympique, où là, il y a l'asphalte qui est très propre, toujours nettoyé, où il y a peu de monde quand j'y vais le matin, donc je me sens à l'aise de courir pieds nus. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, je crois que c'était 2023, si je me trompe pas, j'ai enchaîné des demi-marathons, c'est-à-dire que j'en ai fait trois, et puis je les ai courus en sandales plutôt que pieds nus. Voilà, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas suffisamment adapté, parce que je n'avais pas accumulé suffisamment de volume en fait pieds nus pour pouvoir en fait encaisser un demi-marathon pieds nus. Voilà, donc je pouvais courir par exemple 10 km pieds nus sans problème, 12 km, mais aller jusqu'au demi avec de la vitesse, ouais, ça m'aurait posé problème. Donc je les ai fait avec des sandales. J'ai été satisfait hein, de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je continue à inclure de la course pieds nus dans mes entraînements, mais principalement mes intervalles sur piste, par exemple. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à courir pieds nus sur piste. Voilà. Mais je cours pas essentiellement pieds nus en fait. J'ai des chaussures de course comme la majorité des gens et puis j'alterne avec ça. Donc je varie aussi, hein. Donc Des intervalles longs ou des intervalles courts? du Curiosité. 400 mètres, par Ok. exemple. Du 400. Ça m'arrive de faire du pyramidal, Mhm. mais tu sais, j'ai une problématique qui est personnelle et qui est en fait géographique. C'est que je vis au Québec, donc géographique, climatique. C'est que je ne peux pas courir pieds nus l'hiver. C'est très problématique aussi. Donc en règle générale, j'arrête. Et par exemple, ma saison de course à pied reprend en avril en règle générale. Donc là, j'ai de la chance. Je suis de passage en France, à Bordeaux, donc j'ai pas de neige, j'ai pas de grand froid. Donc j'ai repris la course pieds nus pour de vrai. Hein, je veux dire la semaine dernière. J'ai été sur piste, mais tu vois, je pense que idéalement, dans mon entraînement, j'aimerais courir une ou deux fois pieds nus par semaine, une séance d'intervalle, une séance dans un parc sur de l'asphalte où j'ai du plaisir en fait à courir pieds nus. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand bien même les sensations sont très agréables pieds nus dans un environnement naturel, dans la nature, sur de la terre par exemple, j'ai plus de plaisir à courir pieds nus sur de l'asphalte. Pourquoi? À cause du grip ou même pas forcément? Ouais, mais tu sais, le premier facteur de performance, c'est la légèreté Mhm. d'une chaussure. Donc c'est sûr que quand on porte pas de chaussures, bah,
On a 0 gramme au pied, donc ça c'est très agréable. Après, ce qui freine, c'est la douleur qu'on peut ressentir ou l'abrasion du sol, mais enfin encore une fois, c'est une question d'adaptation. Donc quand on est adapté, on peut courir pieds nus et puis c'est forcément agréable, quoi. Donc on se sent léger, on a une belle foulée. Moi j'ai une foulée très avant-pied, parfois même trop. J'essaie d'être plus en médio-pied maintenant, mais j'ai une foulée qui comment dire, se prête très bien à la course pieds nus. Donc je considère aujourd'hui qu'en fait c'est comme un fondamental dans mon entraînement. Je veux pas courir pieds nus, exclusivement pieds nus. Je veux juste continuer à inclure des entraînements pieds nus dans mon entraînement parce que ça fait partie des fondations. Voilà. J'imagine que tu as débuté progressivement la course à pied nue, progressivement, parce que t'es pas parti du jour au lendemain à faire des 10 fois 400 mètres en stade. Donc, ne serait-ce qu'au niveau adaptation musculaire et au niveau du pied, t'aurais pas tenu le coup. Oui, non. En fait, ce qui m'a posé problème, c'est le contact, enfin la peau, hein. Donc Vraiment je l'abrasion, peux en d'accord. discuter. L'abrasion. Après, au niveau de la biomécanique, des adaptations musculaires ou tendineuses, ça m'a pas posé tant de problèmes parce que je courais déjà en chaussures vraiment très minimalistes, hein. Mhm. Même si j'ai aussi des chaussures avec Ouais, un peu plus d'amorti, ouais. mais ça n'a pas changé ma foulée. Donc, par contre, je le précise, hein, faire des intervalles pieds nus sur piste, c'est hyper exigeant. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'étais au Kenya, donc quelques temps. À un moment donné, sur la piste, vraiment, j'ai eu envie, hein, de me mettre pieds nus parce que j'avais envie de tester ça. Mais j'avais pas fait d'intervalle depuis 6 mois. Donc c'est simple, hein, je suis sorti avec 3 jours de courbature. Ouais. J'allais te demander d'ailleurs C'est qui t'avait normal. succombé. Mais ouais, ça se paye cash, j'imagine, effectivement. C'est pas cash. Après, on s'adapte. Là, j'ai fait des intervalles pieds nus sur piste à Bordeaux, donc il y a 2 jours, j'ai Mhm. aucune courbature. J'ai fait un 8 x 400 tranquillement. Mhm. Et tu restes encore combien de temps en Europe avant de partir vers le printemps québécois? Alors, en fait, écoute, si je compte l'expédition polaire que je m'apprête à faire, qui va durer à peu près 2 semaines, je rentre à Montréal mi-avril, donc pile pour le début du printemps. Ouais. Donc ouais, je reste en Europe un peu plus de 2 semaines là. Une expédition polaire qui a quelque chose à voir avec ce que Walden Aventure nous prépare ou c'est une aventure perso de Michael? Là, c'est une aventure perso. C'est quelque chose qui m'appelait depuis un moment. En fait, j'avais déjà refusé l'opportunité il y a quelques années parce que c'était loin, parce que il fallait aussi beaucoup de matériel. Mais tu vois, c'est resté en fait en moi. C'est-à-dire que j'y ai pensé. En fait, j'y ai repensé. Et puis l'opportunité s'est représentée. Et là, cette fois, j'ai décidé de succomber à mon appel, de vivre cela parce que l'expédition polaire, c'est quelque chose qui j'ai envie de dire qui me fait rêver, mais c'est plus qui m'appelle parce que je sais aussi, je suis conscient des difficultés que je vais rencontrer et il faut savoir que, et cela peut paraître paradoxal parce que je vis au Québec, mais le froid, je pense, est une de mes plus grandes craintes dans l'existence. Parce que mais alors si tu connais des gens frileux, c'est simple, je suis plus frileux qu'eux, je peux te l'assurer. Ça vient peut-être de mon taux de masse grasse aussi, hein. Oui, Mais effectivement, on en j'ai pas parle grand-chose avant. pour me protéger. Ouais. Et c'est vrai que j'ai du mal avec le froid, c'est pas ma saison. Moi, j'ai du sang méditerranéen. Je suis comme une plante au soleil là. Donc l'hiver québécois je vais pas dire une torture, mais c'est quelque chose de difficile à vivre pour moi. Et je pense que partir en expédition polaire, qui plus est, donc en ski de rando, alors que j'ai mis des skis pour la première fois de ma vie, je crois cet hiver, et je me suis rendu compte que j'étais très mauvais. Bah, en fait, là, ça signifie que je sors de ma zone de confort à tous les niveaux, tant du point de vue du climat, enfin, de la gestion du froid, que du ski, enfin, du mode de déplacement, que de la zone aussi dans laquelle je m'aventure, parce que c'est une zone un peu isolée, qui est un peu le dernier espace sauvage d'Europe. Bah, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est de nouveaux apprentissages aussi, surtout. Tu vois, aujourd'hui, je peux partir pour une aventure en course à pied, mais je connais un peu. Donc là, c'est que je connais pas grand-chose. Donc je vais devoir apprendre, je vais devoir m'adapter. Ça crée des peurs chez moi, mais qui sont, je pense, bénéfiques parce que je ressens rarement de la peur. Donc d'appréhension ou de la peur. Et donc ça m'excite déjà d'une part, mais je sais aussi qu'il va falloir que je développe des compétences en étant directement sur le terrain. Donc ça m'appelle et puis je pense que ça va être bénéfique, ouais. C'est l'appel de la vie, en fait, si tu veux voir comment est-ce que tu vas réagir quand tu seras dans tes derniers retranchements.
Oui, puis tu sais, dormir, je sais pas, tu sais, les températures vont pas être si basses en réalité parce que j'y vais début avril, donc mois de février serait plus compliqué, les enjeux seraient différents, mais là, je devrais avoir du -10, peut-être -15 la journée. Mhm. La nuit, ça pourrait peut-être descendre à -20, puis on va être sous tente, Ouais. mais peut-être que j'aurai du -15 la nuit, donc c'est quand même froid, hein, on Ouais. s'entend, mais c'est pas non plus du froid extrême. Et tu as prévu de nous faire vivre, en tout cas de faire vivre à tous celles et ceux qui te suivent sur les réseaux cette aventure, ou c'est en vase clos et puis tu vas et tu reviens? Plus ou moins en vase clos, dans le sens où j'ai aucun moyen de communication et c'est aussi ce qu'on recherche, hein. C'est-à-dire que bon, par contre, ce qui est problématique, je vais pas avoir la possibilité de joindre, mes proches, hein, par Oui, exemple. oui. Mais je pense que ça va me faire du bien de déconnecter aussi déjà d'une part, mais ce qui est certain, c'est que j'en ferai les récits, hein, de ce que je vais vivre. Donc, un récit certainement par l'image, donc un récit photographique, mais un récit par le texte aussi. Donc je le raconterai, mais a posteriori. En tout cas, je me réjouis de découvrir le récit de cette belle aventure. Effectivement, c'est assez intriguant et inquiétant, mais c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on se sent vivant. Bravo. Je pense, oui. Oui, oui. Bravo. Chacun sa manière de vivre, hein. Oui, Après, oui. on a tous nos motivations personnelles, hein, bien sûr. Et je me réjouis aussi d'écouter, de visualiser les clichés de ton aventure polaire. C'est vrai que ça a quelque chose de très mystique, donc je te souhaite une magnifique aventure et puis je me réjouis de te reparler très bientôt. Vous avez vécu une course hors du commun? Cet événement vous a transformé? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.